Alors, cette vidéo est dédiée aux collaborateurs d'EasyBourse. Elle vise à donner quelques clés de compréhension sur notre activité et surtout avoir une vision client, du client que vous pourriez peut-être devenir ou du client qui pourrait être un de vos amis ou un de vos proches. Alors, ce qu'on va voir en particulier, eh bien, déjà redonner quelques éléments globaux sur ce qu'est la bourse, ce qu'est un marché financier, et après, ensuite, d'aller voir plus précisément, eh bien, vous savez, EasyBourse propose des PEA, des comptes titres, des PEA PME, ça c'est la partie bourse. Eh bien, quelle est la différence entre ces différents comptes? Et après, on ira voir effectivement comment, quand on est investisseur chez EasyBourse, eh bien, comment on fait pour prendre ces décisions. Alors, EasyBourse ne fait pas de conseils en investissement, on n'appelle jamais les clients pour leur dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Mais par contre, il y a beaucoup de contenus, d'outils qui vont aider le client à mieux savoir quand acheter et quand vendre. On ira ensuite dans le moteur pour passer un ordre, voir comment ça se présente, un PEA, un compte titre de manière pratique, comment on passe un ordre, comment on suit ses positions. Et puis après, on se posera la question, si vous voulez ouvrir un compte, quels avantages particuliers vous pourriez avoir. On ira se donner quelques éléments de méthode sur, pour démarrer en bourse, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quels sont les bons principes pour investir. Et on ira voir, bien sûr, aussi quelque chose, des éléments sur lesquels on peut investir quand on est chez EasyBourse, les EPC, qu'est-ce que c'est qu'un EPC, qu'est-ce que c'est qu'un tracker, qu'est-ce que c'est qu'un ETF, et également aussi répondre à des questions que vous pouvez peut-être vous poser. Comment investir sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ether, avec EasyBourse, et aussi quelle est la différence entre les PEA, un compte titre, et EasyVie et une assurance vie. Alors, c'est quoi la bourse et à quoi sert la bourse? Alors, la bourse, c'est un marché. C'est un marché où se rencontrent des acheteurs et des vendeurs. Et vont se rencontrer sur la bourse des gens qui cherchent de l'argent, c'est les entreprises, les États, et d'autres qui en ont, ce sont les investisseurs institutionnels, donc c'est souvent les assureurs, les caisses de retraite, et aussi les ménages avec leur compte bancaire, avec leurs dépôts. Effectivement, une entreprise qui a besoin d'argent, qui a ses affaires, elle peut soit aller voir sa banque pour avoir un crédit bancaire, soit s'autofinancer avec sa trésorerie, soit, pourquoi pas, dire je vais créer, si j'ai besoin de 10 millions d'euros, elle va dire je vais créer 1 million de titres. Elle va dire chaque titre vaut 10 euros et elle va mettre ces 1 million de titres sur les marchés financiers pour qu'en face, ils puissent être achetés. Voilà, donc c'est une émission de titres et la bourse, c'est un marché de titres financiers. Alors, tout de suite, on va arriver à une question, à une distinction entre marché primaire et marché secondaire. Donc, marché primaire, c'est quand on crée des nouveaux titres. Là, c'est mon exemple des 1 million de titres à 10 euros, les 10 millions. C'est les 10 millions qui vont être récupérés par la société et qui va pouvoir donc investir ces 10 millions pour financer son activité, ses projets, son développement. Ça, donc, c'est de l'argent qui va directement au financement de l'économie, donc très utile. Et après, il y a effectivement ce qui va se passer à 95% chez EasyBourse, c'est le marché secondaire. En gros, c'est le marché de l'occasion. Effectivement, quand chez EasyBourse, on achète et vend des titres L'Oréal ou Nestlé ou Apple, c'est des titres souvent qui ont été créés depuis un certain temps. Donc, ça ne va pas financer directement Apple ou L'Oréal. Ça va être échangé entre des gens, des investisseurs. Alors vous allez me dire, oui, est-ce que c'est intéressant ce marché secondaire? C'est pas uniquement de la spéculation comme intérêt? Non, le marché secondaire, c'est important qu'il soit dynamique parce que plus le marché secondaire est dynamique, plus il est liquide, c'est-à-dire que c'est facile d'acheter et de vendre, et bien plus ça va donner confiance aux investisseurs qui sont sur le marché primaire de s'engager. Voilà. C'est comme vous, si vous achetez un appartement ou achetez une voiture, si vous savez que ce sera facile de la revendre ensuite, eh bien vous vous engagez plus facilement. Alors, on a vu à peu près l'intérêt économique global sur les particuliers. Sur les particuliers, alors, quand vous avez de l'argent, si vous n'investissez pas et vous laissez ça sur un compte bancaire, vous faites éroder par l'inflation. Donc, c'est important d'investir. Alors, après, il y a plein de possibilités pour investir, l'immobilier, l'or, etc. L'intérêt de la bourse, c'est que c'est un investissement qui est productif. Notamment, par exemple, si vous aviez investi sur de l'or. Effectivement, quand on investit en bourse, derrière,
Il y a des entreprises, ça stimule l'activité économique et vous bénéficiez de la croissance économique. C'est-à-dire que quand vous achetez du Apple, du LVMH, du Air Liquide ou du L'Oréal, eh bien, chaque fois que ces entreprises-là vont se développer, avoir des nouveaux projets, développer leur activité, avoir des résultats, augmenter leur chiffre d'affaires, eh bien, il y aura des conséquences sur leur cours de bourse. Et ça permet à chacun eh bien, de pouvoir participer et de bénéficier de la croissance de Apple, de Total, de L'Oréal, etc. Alors, bien sûr, pour bénéficier de cette croissance, il faut que les cours de bourse montent. Et vous savez bien que la bourse, eh bien, ça peut monter et ça peut descendre. Et c'est pour ça que j'ai mis ce graphique-là du CAC 40, qui est l'indice des 40 actions principales de la Bourse de Paris. Alors, en bleu, c'est le CAC 40 dont on parle à la télévision, dont tout le monde parle, qui est le dividende, le CAC 40 avec les dividendes non réinvestis. Mais la réalité de l'investisseur, c'est celui avec les dividendes, parce que quand on est actionnaire, on a des dividendes, et donc c'est la valeur qui soit versée à l'actionnaire chaque année, soit aussi l'actionnaire peut décider de les réinvestir. Et donc la réalité de la bourse, c'est ma courbe en rouge. On voit qu'elle a quand même une autre allure que celle en bleu. Voilà. Et donc celle en rouge, elle offre finalement sur le long terme et en moyenne par an, entre 8 et 9% de rendement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est bien supérieur aux autres classes d'actifs qui surperforment très largement l'or et surperforment également, par exemple, quasiment tous les marchés immobiliers. Alors après, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais la bourse, malgré tout, ça peut baisser et bien sûr, on peut perdre de l'argent. Et c'est là, on va vous parler de temps long. Effectivement, plus on est sur le temps long, plus effectivement, on bénéficie de la croissance générale de l'économie. Et effectivement, on peut avoir une période de crise à des moments donnés. Mais si on est sur des périodes de 3, 4, 5 ans et qu'on mise aussi, bien sûr, sur ces dividendes réinvestis, eh bien, on rentre finalement avec une bonne probabilité dans ces frais et puis on bénéficie globalement de la hausse des marchés financiers. Ça nous amène à nous poser la question, qu'est-ce qu'une action? Alors, une action, c'est en premier lieu un titre de propriété. Quand vous avez une action de LVMH ou d'Apple, vous êtes un peu propriétaire de LVMH ou d'Apple. Ça vous donne des droits, en premier lieu, de recevoir des dividendes, comme j'ai mentionné. Et je vous ai mis un tableau à droite où on voit les meilleurs rendements de dividendes en 2023 sur des actions du CAC 40. Là, en l'occurrence, Crédit Agricole, Engie, Stellantis, c'est plus de 10% de rendement. Donc 10% de rendement, c'est pas mal. La moyenne plutôt sur le CAC 40, c'est plutôt autour de 4, 5, 6% selon les années. Deuxième intérêt d'être actionnaire, vous pouvez participer aux assemblées générales. Effectivement, quand on est actionnaire, notamment actionnaire chez eBourse, et quand il y a une assemblée générale, on peut se manifester, dire je veux y participer, et vous pourrez notamment y voter. Et pour certaines sociétés, on va utiliser l'outil Vote Access, où tout ça pourra être fait directement en ligne. Et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir voter en tant qu'actionnaire? Notamment l'approbation des comptes sociaux, mais aussi souvent des décisions plus globales, parfois liées à des investissements, parfois liées à la stratégie, qui sont soumises aux actionnaires. Donc, il y a un côté participatif, il y a un côté citoyen, il y a un côté démocratique dans le fonctionnement des entreprises quand elles mettent bien en avant leurs actionnaires. Et quand vous êtes actionnaire, vous avez aussi la possibilité et le droit de participer aux augmentations de capital de manière préférentielle, parce qu'effectivement, quand il y a une augmentation de capital, c'est que l'entreprise crée de nouvelles actions, et bien souvent, ça peut vous diluer en termes de pouvoir dans l'entreprise. Donc, il faut pouvoir vous donner la possibilité de maintenir votre pourcentage de pouvoir, donc vous puissiez participer en premier lieu aux augmentations de capital. Et deuxièmement, quand il y a des augmentations de capital, elles sont souvent proposées à un cours un peu différent du cours actuel de bourse. Donc, il faut que les actionnaires historiques puissent bénéficier de nouvelles conditions pour des raisons d'équité. Après, ça nous amène à nous poser la question, il y a différents types d'actions. Alors, sur EasyBourse, c'est principalement des actions cotées, c'est la bourse en général. Mais on peut aussi faire chez EasyBourse des actions non cotées. Les
les actions non cotées, effectivement, c'est par exemple si demain vous créez votre société de création de site web ou de votre boulangerie, votre garage, vous créez votre petit business avec par exemple 1 000 euros à 5 euros, ça fait 5 000 euros, eh bien vous pouvez très bien dire et vouloir, au moment de la création, mettre ces 1 000 titres dans votre PEA pour bénéficier de l'avantage fiscal du PEA, ce qu'on verra par la suite. Donc on peut tout à fait avoir des titres non cotés sur EasyBourse. Voilà, ça représente quelques pourcentages de notre activité. Après, il y a différents types d'actions. Actions au porteur versus les actions au nominatif. Quand on a des actions porteurs, on est anonyme. Voilà. L'essentiel des actions sur EasyBourse, elles sont au porteur. C'est-à-dire que la société, par exemple L'Oréal, ne sait pas qui sont ces actionnaires qui sont au porteur. Par contre, si vous avez des actions nominatives, L'Oréal, Michelin, Total, saura qui vous êtes et pourra, par exemple, vous inviter de manière préférentielle à ces assemblées générales, vous envoyer pourquoi pas des cadeaux, vous inviter à des newsletters, vous envoyer des questionnaires. Voilà. Il y a un côté plus direct entre la société, la capitalisation, et ses actionnaires quand on est au nominatif. Alors, on peut être au nominatif administré. Dans ce cas-là, les titres sont chez EasyBourse et EasyBourse transmet des coordonnées ou les noms à L'Oréal, à Total, à Michelin. Vous pouvez aussi être au nominatif pur. Dans ce cas-là, c'est la société elle-même, L'Oréal, Michelin, qui va gérer directement vos titres. Alors, petit récapitulatif, pourquoi investir en bourse? J'ai dit tout à l'heure que si on n'investissait pas, on se faisait un peu grignoter par l'inflation, donc c'est bien d'investir. Mais pourquoi le faire directement en bourse? Alors, premier principe général, c'est parce qu'on croit à la croissance de l'économie sur le long terme. Parce que c'est vrai qu'historiquement, l'économie se développe, et quand l'économie se développe, les entreprises aussi, la profitabilité aussi, et les valorisations aussi. Parce que l'économie, c'est une tendance de fond, se développe, bien sûr, parce qu'il y a l'innovation technique, parce qu'il y a la croissance démographique, parce qu'il y a le développement des échanges au niveau international. Voilà. Donc, globalement, quand on est d'accord avec cette croissance générale de l'économie, on peut être plus confiant, bien sûr, sur la bourse en général, mais surtout, ceux qui vont investir en bourse, c'est souvent parce qu'ils ont aussi des idées plus particulières. Ils regardent l'économie, puis ils voient, par exemple, les énergies durables, les batteries, l'intelligence artificielle, le luxe ou la reprise de la Chine ou de l'Asie du Sud-Est. Il y a des choses qui se passent et les gens ils disent je crois que ça va se développer, il y a un potentiel intéressant, je vais en quelque sorte m'engager, participer en achetant des actions sur les entreprises que je connais ou que je crois, et puis ça me permettra effectivement de bénéficier de leur croissance. Et ce qui sera intéressant notamment avec la bourse, c'est que par rapport à notre investissement, par exemple investissement immobilier, c'est quand vous achetez, vendez, c'est très complexe. C'est des gros montants, ça demande beaucoup de formalités. Avec la bourse, là, vous pouvez acheter et vendre en quelques secondes et avec juste quelques dizaines d'euros, pourquoi pas. Voilà, c'est une petite vision globale qui donne une idée très schématique. Supposons que, par exemple, vous voulez acheter 5 actions L'Oréal et qu'au même moment, quelqu'un de Boursorama vend ces 5 actions L'Oréal. Comment ça se passe? Est-ce que vous allez acheter directement auprès de la personne de Boursorama? Est-ce que Boursorama va envoyer tout de suite les titres chez EasyBourse? Est-ce que Boursorama va envoyer l'argent tout de suite chez EasyBourse? Voilà, comment ça se passe? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. EasyBourse va déjà faire transiter votre ordre chez ProCapital. Voilà, tout le monde a entendu parler de ProCapital chez EasyBourse. Voilà, ProCapital nous donne accès au marché. Et le marché et la bourse, en l'occurrence, ici, sur les actions françaises et européennes en grande partie, c'est Euronext. Donc, l'ordre de EasyBourse et l'ordre de Boursorama vont se rencontrer chez Euronext, qui va établir la transaction. Elle va établir le cours de bourse auquel la transaction se fait. Et voilà, donc ça va acter la transaction. Après, il y a 2 autres acteurs qui vont intervenir. C'est la chambre de compensation pour les flux financiers. Effectivement, il n'y a pas un flux financier à chaque fois qu'il y a un ordre d'effet
entre EasyBourse et Boursorama, ou réciproquement, non, il y a une chambre de compensation qui va compenser tous les flux financiers. Et il y a un autre acteur qui est intéressant, c'est le dépositaire, voilà, pour s'assurer qui tient le registre des titres, pour s'assurer qu'un titre ne puisse pas être acheté ou vendu 2 fois. Voilà. Maintenant, ça nous amène à nous poser la question, bon, la bourse est intéressante, certes, mais comment faire? Eh bien, si vous voulez commencer à acheter une action, il va falloir commencer à ouvrir un compte. Et là, il y a 3 types de comptes qui sont proposés, notamment par EasyBourse, le compte titre, le PEA et le PEA-PME. Alors, le compte par défaut, celui qui permet tout et c'est le compte titre. Voilà, avec un compte titre, on peut à peu près tout faire. Actions françaises, actions étrangères, actions hors de l'Union européenne, des produits spécialisés, des produits dérivés. Comme on peut tout faire, il n'y a pas d'avantage fiscal particulier. Voilà, donc si vous investissez, par exemple, 1 000 € avec un compte titre et que vous gagnez 100 € au bout d'un an, eh bien, ces 100 €, eh bien, ils vont devoir être imposés. Excusez-moi, non. Oui. Je vous dérange pas ? Si. Voilà, donc ces 100 € seront imposés. Et ils seront imposés comment? Eh bien, ils seront à ce qu'on dit au PFU, ou la flat tax. Par principe, ce sera 30%. Les 30%, il y aura une partie de prélèvements sociaux, 17,2%, et une partie d'impôt sur le revenu, 12,8%. Donc, sur vos 100 €, ben, il vous restera 70. Voilà. Mais il y a aussi la possibilité de barème, c'est-à-dire que si vous avez peu de revenus et que vous avez une tranche d'imposition qui est faible, ou même pas du tout d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu, vous pouvez très bien demander à l'administration fiscale d'être au barème. Dans ce cas-là, vous allez prendre vos 100 € que vous avez gagnés en bourse, vous allez les ajouter à vos revenus de salarié, et ça va déterminer quelle tranche d'imposition vous avez. Et si pour vous, vous voyez que c'est inférieur à 12,8%, vous avez intérêt à être au barème. Si votre tranche d'imposition plus vos gains en bourse sont supérieurs à 12,8%, eh bien vous avez intérêt à être au PFU. On peut avoir plusieurs comptes titres par personne et on peut investir autant d'argent qu'on veut. Le PEA. Pourquoi le PEA est aussi intéressant et aussi populaire que ça? On verra qu'il y a un avantage fiscal. Effectivement, ça a été créé en 1992 avec l'idée de favoriser l'investissement productif dans les entreprises, notamment de l'Union européenne. Donc, le périmètre sera l'Union européenne. On ne pourra pas acheter directement du Apple ou des OPC sur la Chine avec un PEA. En échange de cet investissement productif intéressant, eh bien, le gouvernement donc, a mis un avantage fiscal. Alors, il faut malgré tout avoir un PEA qui a plus de 5 ans d'âge pour effectivement privilégier l'investissement sur le temps long. Donc, quand vous avez un PEA qui a plus de 5 ans d'âge, d'accord, il a été créé il y a 5 ans par exemple, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, et quand vous allez faire des retraits sur votre PEA, eh bien, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu. Voilà. Il n'y aura pas les 12,8% qu'il y aurait eu avec un compte titre. Mais les prélèvements sociaux restent malgré tout dus. Voilà, donc, le PEA, ça vous permet de limiter l'imposition. Et effectivement, c'est aussi intéressant pour vous d'ouvrir assez tôt un PEA parce que c'est au bout de ces 5 ans que les avantages fiscaux du PEA jouent à plein. Alors, vous pouvez très bien ouvrir un PEA demain, acheter après-demain, vendre après-demain, etc. Acheter, vendre, acheter, acheter, vendre. Par contre, pour faire un retrait, voilà, il faudra attendre 5 ans pour bénéficier de l'avantage fiscal. Si vous faites un retrait avant les 5 premières années d'anniversaire de votre PEA, ça va être requalifié en compte titre. Si vous attendez 5 ans, eh bien, et vous faites un retrait, on ne va pas appliquer d'impôt sur le revenu sur vos gains. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'ouvrir. Alors, souvent, on parle de PEA historique, ça veut dire que souvent, on incite les gens à ouvrir des PEA, même s'ils ne sont pas forcément très actifs. Au moins, ils auront l'antériorité fiscale en prévision du jour où ils seront actifs.
comme c'est une coquille fiscale, on peut n'avoir qu'un seul PEA par personne. On peut maintenant, depuis quelques années, avoir un PEA, même si on est jeune, on peut avoir un PEA à 18 ans, alors qu'avant, il fallait attendre un peu plus longtemps. Et on peut n'investir que 150 000 € avec un PEA. Donc ça, c'est l'argent initial qu'on peut mettre. Alors bien sûr, chez eBourse, il y a plein de clients qui ont des PEA à 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'ils ont investi jusqu'à 150 000 €. Et puis, ils ont réussi, avec leur plus-value, avec leurs gains, avec les dividendes, à monter beaucoup plus haut que 150 000 €. Le PEA-PME, c'est un peu le petit frère du PEA. Ça a été créé il y a 7 ou 8 ans. C'est pour favoriser l'investissement productif dans les PME qui créent pas mal d'emplois, qui sont les plus dynamiques, qui portent un peu l'économie aussi. Et donc voilà, que des sociétés de taille intermédiaire ou petite. C'est les mêmes avantages qu'un PEA. On peut avoir un seul PEA-PME par personne. On peut très bien avoir un PEA et un PEA-PME. Et le montant d'investissement, il est de 75 000 €. Mais si on n'investit pas sur un PEA, eh bien, on peut aller jusqu'à 225 000 €. En fait, on cumule l'investissement PEA et PEA-PME pour voir combien on peut investir sur son PEA-PME. Alors, j'ai dit tout à l'heure que EasyBourse ne faisait pas de conseils en investissement. On n'appelle jamais nos clients pour leur dire « faites ceci » ou « faites cela ». Par contre, il y a pas mal de contenus et d'outils qui vont aider le client à mieux savoir quand acheter et quand vendre. Alors, il y a premièrement des contenus et rédactionnels exclusifs produits par EasyBourse et en particulier par Imen, souvent en relation et en partenariat avec des émetteurs de produits financiers comme des EPCVM. Donc là, on va souvent donner la parole à des gérants, à des analystes financiers, et aussi des flux qu'on va acheter, et aussi des graphiques dynamiques. Alors les graphiques dynamiques, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui s'intéressent à l'analyse fondamentale et il y a ceux qui s'intéressent à l'analyse graphique. L'analyse fondamentale, c'est quand vous regardez beaucoup et principalement la stratégie de l'entreprise, les dirigeants, le bilan, les comptes de résultats, le marché. Et il y a d'autres gens, investisseurs, qui considèrent que finalement, toutes ces informations-là, sont en fait condensées déjà dans le graphique et que le graphique, il a une espèce de logique en lui-même et que si le graphique il fait ça, la probabilité qu'il fasse aussi ça ou ça, elle est de 20%, 50%, 80%, bref. Ils arrivent à extrapoler le comportement du graphique. Voilà, donc, deux types d'investisseurs, et donc beaucoup regardent beaucoup les graphiques, voire exclusivement les graphiques, d'où l'importance d'avoir des graphiques dynamiques. Alors chez eBourse, on peut voir les graphiques dynamiques depuis les fiches valeurs, ou encore il y a ProRealTime, qui permet de pouvoir appliquer des grilles de lecture sur chaque cours, et qui également permet de scanner toutes les valeurs du marché en fonction des grilles de lecture que vous vous donnez, pour voir si est-ce qu'il y a des sociétés qui sont en phase d'accélération de tendance, de retournement de tendance, et de pouvoir hiérarchiser les sociétés entre elles. C'est-à-dire que si vous pensez qu'une configuration technique annonce une accélération de tendance, vous pouvez appliquer en un clic cette analyse-là à toutes les sociétés qui va vous lister lesquelles sociétés sont le plus à même de pouvoir avoir une accélération de tendance, par exemple. Alors, on va aller sur le site maintenant pour voir de manière plus pratique quelques outils. Alors, voilà. Donc, voilà le site. Est-ce que je suis connecté ? Ce sera mieux. Hop. Donc, on va aller voir, par exemple, une société comme L'Oréal, par exemple. L'Oréal, donc il y a une fiche de présentation de L'Oréal, ce qu'on appelle une fiche valeur. Si je veux savoir le détail de l'activité de L'Oréal, ses informations financières, son bilan, son compte de résultats, j'ai tout ça ici. Ce que je voulais montrer ici, c'est les consensus
consensus, c'est-à-dire une dizaine, quinzaine, vingtaine d'experts qui ne sont pas des salariés d'EasyBourse, qui sont de grandes maisons de la place, qui donnent leur avis voilà, chaque semaine sur est-ce qu'il vaut mieux acheter ou vendre, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'action L'Oréal. Donc on voit que là, l'action L'Oréal, il y a 9 personnes, 9 analystes qui sont à l'achat et seulement 3 à la vente. Voilà, donc ça reste toujours intéressant quand on veut faire quelque chose, de comparer avec cette vision des analystes pour voir si voilà, c'est plutôt une bonne idée ou si plutôt il faut plutôt être prudent. Autre outil, par exemple, proposé par EasyBourse, c'est ce qu'on appelle Equity Trade Analysis. Ça permet, sur chaque société, d'avoir une petite note en fonction de stratégie d'investissement. Là, la petite note que j'ai sur L'Oréal, j'en ai une en bleu. C'est une note qui est donnée sur le long terme, sur une période de 3 à 5 ans. Est-ce que L'Oréal est intéressant sur une période de 3 à 5 ans? On voit que j'ai le maximum. Donc oui, si c'est 3 à 5 ans qui m'intéressent, je peux aller sur L'Oréal de manière assez confiante. Sur une période de 1 à 2 ans, c'est en vert. Période de 3 à 6 mois, c'est en jaune. Période de quelques jours, vraiment le court terme, c'est en rouge. Voilà, donc ça me permet de voir comment me positionner. Donc en bleu, là, c'est ce qu'on appelle une blue chips, une société de bons pères de famille. Et si par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est une période de 1 à 2 ans, là, je vois que le reste, c'est pas terrible, mais on va me proposer des sociétés avec 5 étoiles, là, ici en l'occurrence Vinci Properties. Et puis après, je peux avoir différentes idées, je peux faire tourner les idées entre elles pour avoir plus de possibilités. J'ai parlé tout à l'heure des graphiques dynamiques. Voilà, donc ils sont là. Vous voyez, donc vous pouvez bien sûr jouer sur les périodes, à regarder sur 10 ans, même les mettre afficher sur 30 ans si vous souhaitez les graphiques. Vous pouvez comparer, par exemple, ici j'ai L'Oréal, vous voulez comparer L'Oréal, pourquoi pas avec le CAC 40. Donc, on va faire ça comme ça, comparer notre valeur, le CAC 40. Voilà, donc le CAC 40, il est là. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Si j'étais sur une période beaucoup plus courte, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà. Voilà, donc et après, ce qui est aussi intéressant qu'on a mis en place récemment, ce sont les idées d'investissement, avec notamment les modèles de portefeuille. Alors là, qu'est-ce que c'est? On a demandé à des gérants de LBPAM, de la Banque Postale Asset Management, donc des professionnels de l'investissement, qu'est-ce qu'ils achèteraient s'ils avaient un PEA et qu'ils voulaient investir uniquement sur la France. Donc voilà leur réponse. Ils mettraient du Schneider à hauteur de 8,7%, du Pernod Ricard, du L'Oréal, etc. Donc voilà, ça permet aux clients qui veulent investir sur la France avec un PEA d'avoir des idées et de se dire tiens, c'est intéressant, c'est une bonne idée, j'ai envie de faire pareil, tout ou en partie. Qu'est-ce que les gérants feraient s'ils avaient un PEA et qui voulaient investir uniquement sur l'Europe? Et là, que feraient les gérants si ils voulaient investir sur les États-Unis? Alors les États-Unis, là, ce ne serait pas avec un PEA, ce serait avec un compte titre. Il y a aussi une approche plutôt thématique qu'on appelle les valeurs du moment, où là, on va avoir une approche, qu'est-ce que feraient ces gérants-là, ces professionnels, si vous voulez investir dans la technologie, donc ils mettraient ces valeurs-là, si vous voulez investir dans le secteur de la santé ou encore dans le secteur de l'environnement. Donc ça donne pas mal de possibilités. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir plus concrètement le moteur EasyBourse, que voient les clients quand ils se connectent à leur compte et comment ça se passe quand on est client EasyBourse. Alors, je vais sur ma page de synthèse, qui est la page de début. Et là, par exemple, là, je vois que j'ai un compte titre, mais je peux aussi avoir plusieurs comptes. Et en une seconde, je peux passer de mon compte titre à mon PEA ou à mon PEA PME. Alors, dans un compte, il y a à la fois des espèces, c'est l'argent disponible si je veux faire un achat. Et deuxièmement, il y a aussi éventuellement
des titres, si je suis en position si j'ai investi. Et là, j'aurai deux choses de plus ou moins-value qui me sont proposées. Il y a celles qui sont latentes, c'est-à-dire que si je vends mes titres tout de suite maintenant, voilà l'argent que je vais gagner. Et ici, c'est les plus-values déjà réalisées. Donc ça, c'est des achats et des ventes que j'ai fait depuis le début de l'année. Alors, comme on est dans un compte titre, on raisonne par année, toujours en relation avec cette histoire d'impôt sur le revenu. Si j'étais dans un PEA, eh ben, on considérerait la durée depuis la création du PEA. On ne fonctionne pas par année quand on est avec un PEA, notamment quand on est avec un PEA, on n'a pas de... et que le PEA a plus de 5 ans, on ne se pose pas de questions de fiscalité, il n'y a rien à faire au niveau des impôts quand on a un PEA de plus de 5 ans. Alors après, bien sûr, c'est intéressant d'aller dans valorisation pour voir effectivement le détail des titres. On voit combien je les ai achetés, est-ce que je suis en train de gagner de l'argent ou d'en perdre. Donc il y a des choses là, par exemple, qui répliquent le CAC 40. Il y a Nokia, une action. Il y a quelque chose un EPC qui porte sur le Silver Economy, le Silver Edge, c'est le vieillissement de la population. Donc là, c'est la gestion collective avec un gérant. Et puis là, il y a une chose qui réplique le Bitcoin, il y a une chose qui réplique l'Ether, qui est une autre crypto-monnaie. Et après, effectivement, j'ai plusieurs panneaux pour voir, par exemple, l'historique, pour retrouver tout ce que j'ai fait. Les relevés permettent de voir chaque opération que j'ai fait, à quel cours exact j'ai été exécuté, les frais que j'ai pu avoir. Et un outil aussi qui est intéressant, c'est le portefeuille fictif qui est là. Avec un portefeuille fictif, vous pouvez, si vous n'êtes pas encore chez EasyBourse et que vous vous dites, moi, j'ai envie d'y aller très progressivement, pourquoi pas vous créer un portefeuille fictif? Vous pouvez le faire en étant juste membre EasyBourse, donc même pas besoin d'être client et d'avoir tout le formalisme de l'ouverture de compte. Et vous mettre, par exemple, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros virtuels, bien sûr, et vous pourrez, comme ça, passer des ordres aujourd'hui, demain, dans une semaine, et voir au jour le jour comment ça se passe, et voir au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, pour pouvoir vous dire, j'ai acheté ceci, j'ai fait ça, est-ce que c'était une bonne stratégie? Est-ce que je peux maintenant passer, pourquoi pas, à un vrai compte? Alors maintenant, allons voir le passage d'ordre. Je vais par exemple revenir sur une société, L'Oréal, vu qu'on a commencé à regarder L'Oréal. Donc j'ai ma fiche valeur et j'ai maintenant ce qu'on appelle une fiche de passage d'ordre. Trois choses intéressantes dans cette fiche de passage d'ordre. Premièrement, est-ce que je l'ai déjà dans mon portefeuille? Donc là, je vois que je ne l'ai pas. Et je vois combien je peux en acheter tout de suite. Deuxièmement, le carnet d'ordre. Alors, le carnet d'ordre, on voit ici, dans le carnet d'ordre, quitter la page, attendre, hop, excusez-moi, petite interruption technique. Pourtant, je suis en mode privé. Voilà, le carnet d'ordre. Ici, il y a les vendeurs qui sont là, à droite, et à gauche, les acheteurs. Donc, je vois que là, il y a 4 vendeurs qui sont prêts à vendre 59 titres au cours de 402,250 €. Et là, il y a 9 acheteurs qui sont prêts à acheter 62 titres au cours de 42,15 €. Voilà, donc c'est la rencontre de ces acheteurs et ces vendeurs qui va évoluer, qui va à chaque fois finalement se rencontrer pour faire les transactions et établir le cours de bourse. Et moi, si par exemple je veux acheter tout de suite du L'Oréal et que je mets un ordre au marché, un ordre prioritaire, eh bien je vais acheter tout de suite auprès des vendeurs du haut de ce carnet d'ordre. Donc si je vais acheter 20 titres, je vais être exécuté au cours de 42,250. Si je vais acheter 1000 titres, eh bien les 10 premiers titres, je vais les acheter à ces conditions-là, les 141 suivants à ces conditions-là, les 135 suivants à ces conditions-là. Bref, je vais remonter
le carnet d'ordre. Et si je vais vendre, tout de suite, c'est auprès de ces acheteurs-là que je vais vendre. Donc, quand je passe un ordre, il faut bien que j'indique c'est quel compte qui va être sollicité. Euronext Paris, c'est la place de Paris. Et après, une petite case cochée là, qui s'appelle meilleure exécution. Quand je laisse cette case cochée, c'est que je permets à EasyBourse d'interroger d'autres places que Euronext Paris pour voir s'il n'y aurait pas une meilleure transaction pour moi que celle qui est proposée par Euronext, c'est-à-dire dans le carnet d'ordre. Est-ce qu'il n'y aurait pas, sur ces places alternatives, des vendeurs qui seraient prêts à vendre leurs titres moins chers? Est-ce qu'il n'y aurait pas des acheteurs qui ne seraient pas prêts à vendre ces titres plus chers? Voilà. En gros, est-ce que je peux faire une meilleure transaction? Donc, vous avez tout intérêt à laisser cette cage cochée. Il n'y a aucun impact en termes de frais de courtage. Tout ce que vous risquez, c'est faire une meilleure transaction. Après, différents types de passages d'ordre. En premier lieu, il y a au marché. Au marché, votre ordre est prioritaire. Si vous dites que vous voulez acheter 5 titres, vous envoyez votre ordre, tchac, dans la seconde, même le dixième de seconde qui suit, ça y est, votre ordre est exécuté. Donc, c'est très utilisé. Deuxième ordre très utilisé, c'est à cours limité. Là, par exemple, vous dites, bon, très bien, le cours est de 423 €. Alors là, il est en train de changer parce que là, on est en période de clôture. Alors là, pas de clôture. Le carnet d'ordre fonctionne un peu différemment. Mais on avait retenu tout à l'heure que le cours était à 402 €. Donc, si je dis que je veux, je me dis 402 €, je trouve ça un peu cher. Vous pouvez très bien dire, moi je veux l'acheter pas plus cher que 400 €. Voilà. Et donc dans ce cas-là, vous mettez par exemple on va dire un titre. Vous mettez votre limite à 400 €. Vous mettez une date de validité de votre condition. Voilà. Et puis après, vous pouvez faire valider. Voilà, donc il y a un petit récapitulatif qui vous explique combien les frais, est-ce que vous êtes bien d'accord, et vous faites confirmer, ça y est, l'ordre est transmis, ça y est. Et vous pouvez le retrouver dans le carnet d'ordre, où je le vois là, effectivement, est-ce que l'ordre est transmis? Oui. Est-ce qu'il est exécuté? Non, il est toujours à champ court parce que les conditions, il n'a pas trouvé un vendeur qui était prêt à m'acheter. Je n'ai pas trouvé un acheteur qui était prêt à vendre le titre 400 €. Voilà, donc la condition n'est pas encore établie, donc l'ordre n'est pas encore effectué. Je peux très bien changer d'avis, annuler les ordres cochés et confirmer l'annulation. Et donc ça y est, je ne vais plus acheter L'Oréal à cette condition-là. Donc ça m'a rien coûté ce que je viens de faire. Un ordre non exécuté n'est pas du tout facturé. Donc l'intérêt des ordres à cours limité, c'est de permettre de pouvoir positionner des ordres et puis après de laisser le temps faire son œuvre. Donc vous dites, moi je vais acheter mais pas trop cher, vous mettez ça, puis un peu comme un pêcheur met des filets, puis il attend que le poisson passe ou il attend que le cours baisse. Et c'est très utilisé aussi pour vendre. Supposons que vous aviez acheté à 400 €, très bien, puis vous n'avez pas envie de passer tout votre temps derrière votre ordinateur à attendre que le cours monte. Et si votre objectif c'est 410 €, vous mettez un ordre de vente à cours limité en indiquant 410 €. Vous mettez ça par exemple jusqu'à la fin de l'année 2023. Et puis, si d'ici la fin de l'année 2023, à un moment donné, le cours passe les 410 €, ça va déclencher automatiquement la vente et vous aurez fait une plus-value de 10 € par titre. Autre ordre très utilisé, ce sont les ordres. Alors, si je vais passer aussi aux ordres à la meilleure limite. Alors, les ordres à la meilleure limite, c'est comme les ordres à cours limité, sauf que là, vous voyez, vous n'avez pas de champ pour saisir votre limite. En fait, la limite qui va être prise, c'est celle du haut du carnet d'ordre. Donc, c'est comme si vous indiquiez le haut du carnet d'ordre. Voilà, donc ça permet c'est un gain de temps, en fait, en quelque sorte. Autre type d'ordre, c'est un seuil de déclenchement. Alors, c'est surtout utilisé pour les ventes. Et les ordres de vente à seuil de déclenchement sont d'ailleurs souvent appelés des stop-loss. Supposons donc, comme tout à l'heure,
que vous aviez acheté L'Oréal à 400 € le titre. Bon, L'Oréal est passé maintenant à 402 €. Très bien. Et vous dites, bon, moi, j'ai envie que L'Oréal continue à monter, donc je veux garder mon investissement, mais par contre, si jamais ça baisse, je veux toujours garder au moins, par exemple, 1 € de plus-value. Je veux éviter que si ça baisse, eh ben, ça diminue trop ma plus-value ou alors même que j'entre en perte. Dans ce cas-là, alors que le cours est de 402 €, eh ben, vous allez faire un ordre de vente en mettant un cours plus bas. C'est comme si vous vouliez vendre moins cher que le marché. Vous allez mettre, par exemple, vous êtes prêt à vendre 401 €. 401 € pour le nombre de titres que vous avez dans votre portefeuille. Voilà, vous mettez ordre de vente à 400, voilà, transaction vente, 401 €. Et comme ça, si le cours monte, eh ben, très bien, il monte à 405, 410 €, très bien, vous allez en bénéficier. Si jamais il commence à baisser et qu'il touche les 400 €, au moins, ça vous vendra automatiquement et ça vous évitera de faire des pertes ou pourquoi pas, ça préservera le petit gain que vous avez déjà. Alors, il y a une chose aussi intéressante à voir, c'est les ordres à plage déclenchement. Alors, les ordres à plage déclenchement, on voit qu'on peut mettre, c'est comme les ordres à seuil de déclenchement, sauf qu'on peut mettre une limite haute et une limite basse. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans mon exemple de tout à l'heure, avec les ordres de vente à seuil de déclenchement, très bien, vous dites, très bien, je vends à 401 €. Si ça passe en dessous de 401 €, je vais vendre. Mais supposons que cette nuit, il y ait des très mauvaises nouvelles sur L'Oréal et que demain, à l'ouverture des marchés, le cours de L'Oréal, eh ben, il passe brutalement, à l'ouverture, à 300 €. Voilà. Donc vous, comme vous avez mis un ordre de vente à seuil de déclenchement et que la vente se fait dès que c'est en dessous de 401 €, ben, vous allez vendre à 300 €. Voilà, et peut-être qu'à 300 €, vous n'êtes plus vendeur. Peut-être que vous dites, bah, à 300 €, vous êtes peut-être acheteur. Dans ce cas-là, la bonne solution, c'est de mettre une limite, par exemple, à 401 €, comme tout à l'heure, et de mettre une autre limite à 380 €. Voilà. Comme ça, tant que c'est dans cette fourchette-là, eh ben, ça vendra. Si jamais ça ouvre à 300 € ou moins, eh bien, ça ne vendra pas. Ouais, et vous pourrez peut-être, au contraire, acheter à ce niveau-là. Alors voilà pour les différents types d'ordres. Comment ouvrir un compte? Eh ben, rien de plus simple, ça se fait directement en ligne. Voilà. Bien sûr, les équipes des opérations sont là pour vous aider. Il y a un peu de formalisme, voilà, pièce d'identité, justificatif de domicile, voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est fait assez rapidement. Et quand vous êtes collaborateur, eh bien, vous avez un avantage particulier, c'est-à-dire que vous n'avez pas de frais d'inactivité et de frais fixes sur votre compte. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, ça ne vous coûtera rien. Que vous ayez un PEA ou un compte titre. Effectivement, chez e-Bourse, il n'y a pas de droit de garde, comme le pratiquent souvent les banques, comme la Banque Postale ou la Société Générale ou BNP. Mais il y a des frais d'inactivité. Un client qui ne passe aucun ordre sur un mois donné, aucun ordre par exemple entre le 1er avril et le 30 avril, s'il a la formule Easy Découverte, ça peut lui coûter 3,50 €. Voilà, on ne fait rien, ça peut coûter 3,50 € par mois d'avoir un compte chez e-Bourse. Pour les collaborateurs, eh bien, il n'y a pas ces 3,50 €. Si vous ne faites rien pendant un mois, pendant 12 mois, ça ne vous coûtera rien. Et en plus, il y a des frais de courtage un peu moins chers. Donc il faut bien prendre pour les collaborateurs, soit premium et expert, et dire bien sûr à nos amis des opérations que vous êtes collaborateur pour qu'ils vous appliquent l'avantage collaborateur. Si en plus vous êtes jeune, ben là c'est super pour vous, parce qu'il y a l'offre jeune, voilà, qui permet d'ouvrir un compte avec 50 € au lieu de 200 €. Là, vous n'aurez pas les frais d'inactivité, mais bon, comme collaborateur, vous ne les auriez pas eu non plus. Mais bon, ça peut être intéressant de parler de cette offre jeune à vos amis qui ont moins de 30 ans. Donc, c'est valable jusqu'aux 31 ans, en fait. C'est les 30 ans révolus. Et troisièmement, en plus, quand vous êtes jeune, eh bien, pendant un an, les 12 premiers mois d'ouverture de votre compte, eh bien, vous pourrez faire un ordre par mois et on vous remboursera les frais de courtage. C'est-à-dire que le premier mois, vous pouvez faire un achat, deuxième mois, une vente, troisième mois, un achat, voilà, constituer votre portefeuille, vous créez une expérience dans les meilleures conditions qui soient. Voilà, et donc il y a plusieurs, voilà, également si vous êtes chez e-Bourse, vous pouvez en parler à vos amis, il y a une offre de parrainage.
Voilà, donc il y a des formules à choisir, hein, quand on veut l'offre collaborateur, on choisit premium ou expert. Premium, c'est comme découverte, c'est adapté aux ordres de petits montants. C'est-à-dire que vous faites des ordres de 100 euros, 200 euros, 500, 1000 euros, 2500 euros. C'est bien d'avoir Easy Découverte ou Easy Premium. Avec Easy Découverte, les frais d'inactivité sont un peu plus faibles. Bon. Mais comme vous n'en avez pas, si vous êtes collaborateur, autant prendre Premium. Avec Premium, vous pouvez faire le périmètre est beaucoup plus large qu'avec Découverte. Vous pouvez investir sur les marchés américains. Si vous avez un compte titre, il y a un choix de PC beaucoup plus important, choix de marché étranger plus important. Voilà, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, que vous ayez un peu un compte titre, si vous faites des ordres de moins de 2500 euros, c'est premium. Si vous avez un peu un compte titre et que vous faites des ordres plus élevés, ce sera plutôt Easy Expert en général. Ceci pour vous dire qu'Easy Bourse est compétitif par rapport aux autres courtiers en ligne et en particulier par rapport à Boursorama. Voilà, Boursorama, quand on prend les différentes formules de Boursorama et qu'on les compare et qu'on regarde quel est le meilleur tarif de Boursorama, quel est le meilleur tarif d'Easy Bourse pour un ordre de 800 euros, de 1500, de 5000, de 50 000, et bien Boursorama est toujours en bas du tableau. Boursorama est systématiquement plus cher que Easy Bourse. Voilà, il y a Bourse Direct qui peut nous embêter, on est au coude à coude avec Fortuneo, Before Bank parfois. Et pour prouver un petit peu ce que je dis par rapport à Boursorama, voilà une petite simulation tarifaire. Un ordre de 2000 euros chez Boursorama avec découverte, par exemple, ça va coûter 10 euros l'ordre. C'est 6,05 € chez Easybourse. Donc voilà, donc l'économie est importante pour un ordre donné. Au bout d'un an, la différence est encore plus importante. Et au bout de 5 ans, c'est toute la performance du PE ou du compte titre qui est différente. Donc quelques éléments de méthode, voilà, de méthode pour démarrer. Quand on commence à investir, il faut déjà, c'est bien de se fixer des objectifs. Voilà, pourquoi on investit et à quelle échéance on le fait. Est-ce qu'on investit sur le court terme, voilà, pour s'amuser, ou est-ce qu'on le fait sur le long terme parce qu'on a un projet, parce qu'on veut valoriser son épargne. Voilà. De cette horizon de temps va dépendre aussi beaucoup le risque qu'on va éventuellement prendre. Voilà. Plus on investit sur le court terme, plus on va accepter un risque important et une éventuelle perte en capital, plus on va se projeter dans le temps long, plus effectivement on pourra essayer de jouer cet effet long terme des marchés financiers. Et effectivement, deuxième point, il faut aussi bien se connaître. Effectivement, est-ce que vous êtes très nerveux, très impulsif, manquez de patience, peu résistant au stress, voilà. Voilà, donc c'est effectivement quand on commence à perdre de l'argent, que les cours commencent à baisser, eh ben, on peut vite avoir des comportements pas forcément rationnels, on peut se précipiter. Voilà, donc il y a aussi une façon Alors c'est pour ça que c'est important en bourse de prévoir. Quand vous faites un achat, par exemple, vous dites je vendrai s'il se passe ceci, s'il se passe cela. Donc plus vous allez anticiper ce qui va pouvoir se passer, plus même vous pourrez écrire un plan de trading, plus ce sera bien, plus vous aurez un carnet de trading d'ailleurs pour vous dire ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, c'est quoi votre objectif, et pour pouvoir ensuite, quand il se passera des choses, en tirer tous les enseignements possibles, ça donnera plus d'intérêt à votre démarche. La stratégie. Il y a des gens qui font du day trading. Le day trading, c'est tous les soirs, ils vendent tout ce qu'ils ont. Voilà, ils se disent, je ne veux pas prendre le risque qu'il se passe des choses pendant la nuit que je ne maîtrise pas. Voilà. Ça, c'est une partie des gens. La majorité, malgré tout, sont plutôt sur du temps long. Voilà, plusieurs semaines, des positions sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Il y a des gens qui favorisent l'analyse fondamentale, d'autres qui favorisent l'analyse technique. Donc les graphiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne méthode est certainement de combiner un peu les deux. La méthode aussi, c'est comprendre ce que vous faites, hein, comprendre les produits financiers, si vous faites acheter des EPC ou des trackers ou des varans ou des turbos, et diversifier. Voilà. Diversifier, c'est-à-dire, il ne faut pas acheter une seule action. Voilà. Plus vous achèterez des actions différentes, et bien plus ça permettra d'éviter que ça limitera votre risque et d'être victime d'une mauvaise information ou d'un événement imprévisible sur les marchés. Voilà, plus vous allez suivre l'actualité, plus vous aurez des idées, plus vous suivrez la géopolitique, la macroéconomie, et bien plus effectivement la bourse pourra avoir de l'intérêt pour vous. Et surtout, il faut rester prudent et humble et progressif, bien sûr. Quelques éléments d'erreur à ne pas commettre. Souvent, les gens qui commencent, ils vont faire un coup gagnant, deux coups gagnants, trois coups gagnants, très bien, et ils vont se croire les plus malins.
du monde, les super traders, et puis ils vont remiser beaucoup plus sur des choses beaucoup plus risquées, puis là, tout d'un coup, ils vont plus perdre. Voilà. Donc il faut rester humble et prudent, et il faut aussi éviter de jouer contre la tendance. Voilà. Il faut éviter de se croire plus malin que le marché. Il faut souvent plutôt suivre la tendance plutôt que d'anticiper justement le retournement de tendance avant tout le monde. Deuxième chose à éviter, se laisser trop impressionner par une baisse. Alors, bien sûr, quand ça baisse, parfois il faut vendre, mais souvent c'est peut-être aussi l'occasion d'acheter. Voilà. Donc il ne faut pas subir le stress de la baisse. Il faut savoir le regarder de manière rationnelle. Troisièmement, il faut aussi mêler analyse technique et analyse fondamentale. Et aussi, il ne faut pas trop placer de l'argent dont on pourrait avoir besoin. Effectivement, plus on place beaucoup d'argent, plus on place de l'argent dont on a besoin, et bien plus, quand ça va baisser, plus on va être stressé, plus on risque de faire des décisions des décisions pas très rationnelles. De principe, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est-à-dire qu'il faut savoir prendre ses bénéfices. Et principe que j'aime bien, en bourse, on perd comme un riche et on gagne comme un pauvre. Ça veut dire quoi? Souvent, il y a des gens, par exemple, qui mettent 100 euros. Très bien, l'action passe de 100 euros à 103, 104 euros. Ils ont gagné 3 ou 4 euros. Ils sont contents. Tout de suite, ils vendent. Voilà. Donc, ils ont en quelque sorte gagné comme un pauvre. Ils ont gagné quelques euros. Les mêmes personnes, ils achètent encore une fois l'action à 100 euros, puis l'action passe à 90 euros, ils ne vendent pas, ils disent « Ah, ça va remonter, j'arrive pas à vendre », ça passe à 80, ça passe à 70, ça passe à 60, et là, ils vendent. Donc là, vous voyez, d'un côté, ils ont gagné quelques euros, de l'autre côté, ils ont perdu 60 euros. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un comportement à peu près symétrique. En bourse, on a souvent plutôt des coups gagnants que des coups perdants, mais si, quand vous faites des coups gagnants, vous gagnez peu, et quand vous faites des coups perdants, vous perdez beaucoup, et ben, au final, vous allez perdre. Voilà. Donc, il faut avoir plus de coups gagnants, et surtout avoir des coups perdants où vous perdez peu. Voilà. Maintenant, effectivement, les gens qui se disent bah, les actions, je suis sûr que si j'achète une action, c'est justement celle-là qui va baisser demain. Donc, une solution, il y a deux solutions possibles, c'est d'acheter des paniers d'actions, et on peut le faire soit avec l'aide d'un gérant et ce qu'on appelle de la gestion active avec des EPC, soit le faire avec des ETF ou trackers. Alors, qu'est-ce qu'un EPC? Organisme de placement collectif en valeur mobilière. En fait, c'est des portefeuilles qui sont gérés par des gérants, des professionnels. Par exemple, un gérant va gérer un portefeuille, on va dire par exemple de 100 millions d'euros. Ce gérant va dire, moi j'investis que sur des sociétés en France, ou des sociétés européennes, des sociétés de l'intelligence artificielle ou de la transition énergétique. Et vous, particulier, vous allez par exemple acheter une part qui vaut 100 euros, par exemple, de ce portefeuille de 100 millions d'euros. Donc vous investissez 100 euros, et puis après vous laissez le temps faire les choses. C'est le gérant qui va faire les achats, qui va faire les ventes. Et au bout d'un certain temps, peut-être que le gérant, son portefeuille serait passé de 100 millions d'euros à 150 millions d'euros. Et vous, vos 100 euros sont peut-être passés de 100 à 150. Voilà. Donc vous avez une part du portefeuille, et puis vous bénéficiez de la performance qui est faite par le gérant qui gère au jour le jour, avec toute son expertise, le portefeuille. Donc c'est ce qu'on appelle de la gestion active, parce que le gérant, il va dire, moi je suis très compétent, j'ai beaucoup d'analyse, j'ai beaucoup d'expertise, donc je vais faire les bons choix. Parfois, les gens vont dire, oui, bon, les gérants, c'est très bien, mais moi, finalement, je préfère faire quelque chose que je contrôle mieux. Par exemple, j'ai vu le CAC 40 tout à l'heure, j'ai vu le CAC 40 dividendes réinvestis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire comme le CAC 40, ni plus ni moins. Parce que là, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez les 40 actions du CAC 40, mais ce serait compliqué parce que ça fait beaucoup de frais de courtage, en plus ça mobilise beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Bref, soit vous achetez un produit qui va répliquer exactement le CAC 40 dividendes réinvestis. Et là, c'est ce qu'on va appeler ça un tracker. Il va traquer, il va répliquer. On appelle ça aussi de plus en plus des ETF, Exchange Traded Funds. C'est des fonds cotés en continu. Donc ça s'achète. C'est coté en continu, hein, donc vous pouvez l'acheter le matin, le vendre l'après-midi.
ou le garder 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, si vous le souhaitez. Donc, l'intérêt d'acheter un ETF, c'est de pouvoir diversifier en un clic. Au lieu d'acheter les 40 actions du CAC 40, vous achetez quelque chose qui va répliquer le CAC 40. Deuxièmement, il y a aussi les frais de courtage qui peuvent être intéressantes parce que ça vous fait en un clic, c'est comme si vous aviez acheté 40 actions. Et en plus, il n'y a pas la TTF. Alors la TTF, c'est la transaction sur les taxes financières. Quand vous achetez une action importante de la Place de Paris, une société qui a une capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros, comme Michelin, L'Oréal, Schneider, c'est 0,3% de TTF, de taxes sur les transactions financières, qui vous sont prélevées à l'achat, uniquement sur les ordres d'achat. Quand vous faites avec un tracker, vous n'avez pas cette TTF. Donc c'est toujours ça de gagner. Donc on va aller voir les différentes rubriques. Donc, allons déjà sur la rubrique OPCVM, puisque j'ai cité les EPC. Vous voyez, il y a des thématiques données, hein, l'immobilier, l'innovation, PME, santé par exemple, recherche. Je peux par exemple faire une recherche sur tous les fonds éligibles au PEA. On a beaucoup de gestionnaires, hein, il y a la Banque Postale Asset Management, mais tous les grands noms de la place vont proposer leurs fonds. Et au total, on a environ 50 gestionnaires et plus de 1000 fonds, 1000 possibilités de participation dans des portefeuilles. Et une chose aussi intéressante, c'est par exemple les droits d'entrée. Quand vous achetez un EPC, il n'y a pas de frais de courtage. Donc, quelle que soit la formule, hein, les frais de courtage qu'on a pu voir tout à l'heure avec les différentes formules. Donc, ça ne s'applique pas sur les EPC. Ce qui va s'appliquer, c'est d'éventuels droits d'entrée. Si les droits d'entrée sont à 0%, ça ne va rien vous coûter lorsque vous allez souscrire le fonds. Voilà. Donc là, il y a un résultat d'environ plus de 140 OPC éligibles au PEA avec 0% de droits d'entrée. Donc, je peux aller voir la fiche de présentation. Donc, on voit dans quoi investit ce fonds, les gérants, la performance. Et je peux voir effectivement, effectivement, il y a bien 0% de droits d'entrée quand je veux l'acheter. Et il y a aussi 0% de frais de sortie quand je veux le vendre. Donc, la vente ne me coûtera rien. Est-ce que pour autant, l'OPC ne va rien me coûter? Il y a malgré tout des frais de gestion sur en cours. Effectivement, il y a 0,01% ici en l'occurrence qui seront malgré tout prélevés sur la performance pour financer notamment et rémunérer les gérants. Allons maintenant sur la rubrique tracker. Donc la gestion passive, c'est des fonds qui font de la réplication d'indices. Donc là, il y a 2 tableaux intéressants. Là, par exemple, là, ça, c'est un produit qui réplique le CAC 40. Il y a son équivalent chez Amundi Lyxor. Là, celui-là, par exemple, il va répliquer le marché japonais. Hein. Lui, le Standard & Poor's américain. Celui-là, il va répliquer le DAX allemand. Alors, ce qui serait intéressant, notamment avec celui-là, lui, il va répliquer le CAC 40, mais en appliquant un effet démultiplicateur de 2. C'est-à-dire, quand le CAC 40 fera plus 1%, dans la même journée, vous allez faire plus 2%. Voilà, donc c'est si vous avez des convictions un peu plus fortes sur le CAC 40. Par contre, effectivement, si jamais ça baisse de 1%, ça fait moins 1%, vous allez faire moins 2%. Voilà. Ça, c'est éligible au PEA. Il y a aussi un produit qui fait du x-1. Donc, x-1, donc si le CAC 40 fait moins 1%, moins 1% fois moins 1, ça fait plus 1. Voilà, c'est le cours de troisième, moins fois moins égale plus. Voilà, donc c'est bien pour les personnes qui pensent que le CAC 40 va baisser. Là, aujourd'hui, le CAC 40, il a monté, vous avez fait une réplication inverse. Et si vous avez des convictions fortes à la baisse, il y a le BX4, encore une fois éligible au PEA, qui permet de se positionner d'anticiper une baisse du CAC 40 dans un PEA en appliquant du x-2. Il y a également aussi un ensemble de produits avec des opérations spéciales. Alors, les opérations spéciales, ce n'est pas une opération spéciale en Ukraine, c'est une free trade. C'est quoi? Il y a une sélection de produits qu'on a mis en place avec Amundi Lyxor. Donc ça, c'est des produits qu'on peut acheter avec un PEA, alors qu'ils sont hors Union européenne. Donc là, il y a une petite exception
à la règle que j'ai dit tout à l'heure. Avec un PEA, vous pouvez acheter quelque chose qui va répliquer le monde entier, le MSCI World, qui va pouvoir répliquer le Nasdaq américain, les valeurs technologiques américaines, pourquoi pas le Japon, la Chine, l'Inde, l'eau, des grandes sociétés qui gèrent l'eau au niveau mondial, les marchés émergents, bref, l'Asie-Pacifique. Voilà. Donc vous pourrez faire des choses comme ça. Et cerise sur le gâteau, on rembourse 1 ordre par mois sur chacun de ces produits. Donc si vous faites un achat de 50 € au moins sur chacun de ces produits, vous faites un achat de ci, un achat de ça et un achat de ça, au cours du mois d'avril, et ben, ces 3 ordres, les frais de courtage de ces 3 ordres, vous seront remboursés. Je vais revenir à ma présentation. Alors, les cryptos. Voilà, les cryptos. J'ai dit tout à l'heure que j'avais des cryptos dans mon portefeuille. Voilà. Allons voir ça. Alors, que se passe-t-il? Alors, hop, voilà. Attends, quitter la page. Hop, je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, effectivement, j'avais effectivement un produit, ce qu'on appelle un certificat tracker qui fait de la réplication. En fait, c'est un peu comme un tracker, c'est un peu comme un ETF. Sauf que là, juridiquement, c'est un peu différent, mais le principe est le même. Donc, on va aller voir ce produit-là, pour bien le comprendre, sur le site de l'émetteur, en l'occurrence de Vontobel. Voilà, donc je suis là sur le site de Vontobel, qui est un des émetteurs de produits que l'on distribue chez eBourse. Je mets par exemple Bitcoin, et là, j'ai effectivement la courbe du Bitcoin qui est là. Vous savez que le Bitcoin, l'année dernière, il y a 2 ans, il avait atteint les 65 000 $. Donc la courbe en vert, c'est du Bitcoin avec l'échelle de cotation qui est là. Donc on voit qu'il est autour de 27 000 $ aujourd'hui, le Bitcoin. Et en noir, là, vous avez la courbe du produit, avec une échelle de cotation à gauche. En gros, on divise par 1000 de manière assez schématique le cours du Bitcoin pour avoir le cours du produit. Et on peut essayer de superposer les 2 courbes. Voilà. Et en principe, le principe, c'est que les 2 courbes se superposent assez bien. Donc, on voit malgré tout qu'elles se superposent pas si bien que ça. Que s'est-il donc passé? Eh bien, le cours du Bitcoin, lui, est en dollars, et en noir, le cours du produit est en euros. Donc, ça explique une grosse partie du fait que les 2 courbes ne se superposent pas, parce que l'effet dollar a joué également. Voilà. Donc, vous pouvez investir sur le Bitcoin en restant en euros. Alors, effectivement, quand vous voulez investir sur le Bitcoin ou les crypto-monnaies, vous avez 2 possibilités. Soit vous ouvrez un compte chez une plateforme, souvent à l'étranger, et donc souvent, c'est des marchés non réglementés, vous allez acheter ça en dollars, souvent, puis parfois, la société, elle n'est pas très... la confiance n'est pas là. On voit les scandales avec FTX récemment. Et puis souvent, il y a des clés de cryptage, donc ça rend potentiellement compliqué les choses. Deuxième possibilité, le faire avec votre compte titre chez eBourse sur un produit qui est coté sur Euronext, qui est réglementé par l'AMF. Voilà, un produit sur lequel vous pouvez être peut-être plus confiant, et tout en restant en euros. Voilà. Donc, il y a ces 2 possibilités. Soit vous faites ça avec des plateformes souvent un peu plus sulfureuses, soit avec un acteur réglementé et des produits réglementés. Voilà. Donc, et puis, alors, il y a une chose aussi intéressante à dire, c'est que donc, les frais de courtage seront comme si vous achetez, par exemple, vous avez Easy Premium, vous achetez pour 800 € de ce produit, ça va vous coûter 2 € à l'achat. Il y a des frais de gestion qui vont s'appliquer de 3,75%. C'est-à-dire que si vous achetez pour 1000 € de ce produit-là, eh ben, chaque année, il y aura ce montant-là qui sera malgré tout prélevé sur la performance du Bitcoin. Voilà. Donc, il faut pouvoir absorber cette 3,75%. Donc, il faut espérer et anticiper que le Bitcoin aura une
une performance supérieure à ces 3,75% par an. Autre sujet pour finir, c'est effectivement, EasyBourse propose certes des PEA, des comptes titres, des PEA PME, mais aussi EasyVie. Alors, c'est quoi EasyVie? C'est de l'assurance vie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'assurance vie? Premièrement, dans l'assurance vie, on peut, en tout cas chez EasyVie, on ne peut pas acheter en direct des actions. On pourra mettre deux types de choses. D'une part, un support euro, c'est un support sans risque, c'est quelque chose qui va ramener une performance chaque année positive. Donc c'est souvent les gens qui sont très prudents, un peu averses au risque, ils vont mettre une partie importante dans le support euro. On est en 2022, le support euro a une valorisation, un rendement de 1,60%. Une deuxième type de chose qu'on peut mettre dans son assurance vie pour aller chercher de la performance, c'est ce qu'on appelle des unités de compte. Les unités de compte, ça peut être quoi? Ça peut être des EPC, donc des EPCVM, par exemple les mêmes, quoi. Il y a une sélection qu'on peut mettre, qu'on retrouve dans le PEA, qui sont aussi d'ailleurs éligibles à l'assurance vie. Il y a aussi certains ETF, également aussi des SCPI, c'est de l'immobilier d'entreprise, des locaux par exemple, ou des commerces. Voilà, donc on peut avoir ces différentes choses-là dans une assurance vie pour aller chercher de la performance. Et plus vous avez une part importante dans votre assurance vie qui investit sur les unités de compte, plus ça peut booster votre support euro jusqu'à faire en sorte que le support euro ait une performance doublée et puisse atteindre les 3,2%. Après, avec une assurance vie, est-ce qu'on peut acheter et vendre? Bien sûr, mais on va parler ici d'arbitrage. Et les arbitrages prennent plus de temps que dans les PEA compte titre. Effectivement, quand vous dites je vais acheter, je vais vendre avec mon assurance vie, ça va souvent prendre 4 ou 5 jours. Alors qu'avec une action, par exemple, sur votre PEA ou votre compte titre, c'est fait dans le quart de seconde qui suit. Et voilà, donc l'assurance vie, c'est moins fait pour les gens qui veulent être extrêmement réactifs par rapport au marché que les PEA ou compte titre où là, les gens vont s'intéresser davantage aux actions et ils vont vouloir avoir une gestion très dynamique. En termes de fiscalité, on a dit tout à l'heure que sur les PEA, eh bien, au bout de 5 ans d'existence du PEA, on pouvait faire des retraits sans avoir d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu. Très bien. Eh bien, avec l'assurance vie, ce sera au bout de 8 ans. Au bout de 8 ans d'existence de l'assurance vie, eh bien, on n'aura pas 12,8% d'impôt sur le revenu, comme c'est le cas d'un compte titre, mais on n'aura que 7,5%. Et si vous retirez 4 600 € par an, eh bien, ça ne vous aurez même pas du tout d'impôt sur le revenu. Donc, vous pouvez récupérer comme ça 4 600 € d'impôt, 4 600 € d'argent. Et la quote-part de plus-value, elle ne sera pas imposée au titre de l'impôt sur le revenu. Le grand avantage de l'assurance vie, malgré tout, ça reste en cas de succession. Parce que si vous avez un PE, un compte titre, si vous mourrez, eh ben, l'encours global de votre PE de compte titre va être rajouté à votre succession. Si vous avez un appartement, une voiture, etc., et avec un PE, un compte titre, eh ben, ça va donner lieu à des droits de succession. Avec une assurance vie, vous pouvez faire passer 152 500 € par bénéficiaire hors actif successoral. C'est-à-dire que si vous avez 300 000 € d'assurance vie et que vous avez 2 héritiers, eh bien, vous mourrez, eh bien, déjà, cette assurance vie, elle va pouvoir être transmise à vos 2 héritiers sans frais de succession. Les gens qui s'intéressent à l'assurance vie s'intéressent beaucoup au support euro, c'est rassurant. Voilà, ça permet de minimiser les risques. L'intérêt de l'assurance vie, c'est aussi les SCPI, l'immobilier, même si on peut faire des choses en immobilier avec un compte titre, mais là, c'est peut-être plus simple de le faire en assurance vie.
il y a aussi des choses qu'on peut faire en assurance vie que ne propose pas EasyBourse sur les PEA compte titres. C'est notamment le mandat d'arbitrage, c'est-à-dire c'est de confier à des gérants de Louvre Banque Privée le fait de gérer votre portefeuille. Voilà. Donc, c'est eux qui vont faire les arbitrages en fonction de leurs analyses du marché. Voilà, donc là, vous aurez une gestion délégataire. On ne propose pas chez EasyBourse de gestion délégataire sur les PEA ou les comptes titres. Autre chose, il y a aussi des portefeuilles modèles qui sont très simples à utiliser quand on est en gestion libre. Gestion libre, c'est-à-dire que c'est vous qui voulez gérer votre portefeuille tout seul, votre portefeuille d'assurance vie tout seul, et vous pouvez harmoniser en un clic votre portefeuille avec ce qu'auraient fait des gérants de la Banque Postale Asset Management, en fonction de profil de risque. Et aussi, il y a des options qui sont intéressantes avec l'assurance vie. Et on va aller voir un contrat d'assurance vie. Je vais juste préciser une chose sur le business model chez EasyBourse. Le business model sur les PEA compte titres est beaucoup axé, et principalement axé sur les frais de courtage, donc sur l'activité des clients. Concernant l'assurance vie, vu qu'il n'y a pas de frais au moment des arbitrages, plus le client est actif, c'est pas ça qui va nous faire gagner de l'argent, c'est l'encours global, c'est le montant global investi, notamment dans le support euro et surtout dans les unités de compte. On va appliquer des frais de gestion et c'est là où EasyBourse va gagner de l'argent. Voilà. Quand on a des actions chez EasyBourse, par exemple dans un PEA, eh ben, il n'y a pas de frais de gestion sur les actions qu'on a un PEA ou un compte titre chez EasyBourse. Allons voir le site et un contrat d'assurance vie pour se faire une petite idée. Mes contrats, voilà, consultation. Voilà, en l'occurrence, mon contrat d'assurance vie. Donc, on voit ce que j'ai là. J'ai du support euro, donc c'est le support sans risque. Et voilà ce qui est investi dans les unités de compte. Avec effectivement le détail. Donc, on voit qu'effectivement que là, il y a beaucoup d'EPC. Et une part donc de support euro. Et après, si je veux faire un arbitrage, comment ça va se faire? Eh bien, si je me dis, là, en ce moment, mon profil actuel, je suis en modéré, donc risque modéré. Au vu de mon profil investisseur, je serais plutôt naturellement en équilibré. Mais comme je suis en gestion libre, je fais ce que je veux. Voilà, donc, je peux dire, les marchés sont hauts, je vais être prudent. Donc, je peux dire, hop, qu'est-ce qui se passe si je suis prudent? Voilà, si je suis prudent, selon les propositions actuellement des gérants de la Banque Postale Asset Management, il faudrait que j'ai tout ceci de support euro et ça, l'unité de compte avec une répartition qui est faite comme ça. Voilà. Et si je me dis, tiens, non, les marchés sont intéressants, je peux dire, je vais m'harmoniser en un clic avec une proposition de portefeuille des gérants de la Banque Postale Asset Management, là en audacieux. Effectivement, ça réduit mon support euro et ça augmente mon exposition à des choses un peu plus risquées, un peu plus dynamiques. Donc, ça me propose des choses complémentaires, ça m'en enlève certains. Voilà. Donc, je peux à chaque fois, en un clic, harmoniser mon portefeuille. Et comme je suis en gestion libre et que je fais ce que je veux, je peux aussi bricoler. J'ai une proposition de BPM pour faire ceci. En dynamique, je peux dire, je veux un peu plus de cela, un peu plus de Japon, un peu moins de Japon. Et je peux donc comme ça changer et modifier un peu comme je veux les différentes répartitions pour faire exactement comme il me plaît. Voilà un petit peu le panorama une première vision de ce que propose EasyBourse et de la vision client sur les différents comptes. Merci.